conclusion du travail aujourd'hui donné au 6e C, un travail de comparaison entre la version originale des Métamorphoses écrite par Ovide et celle de Françoise Rachemul. Alors le premier travail consistait en une recherche de mots français issus de mots latins du texte. Mira, en effet, a donné miracle ou miraculeux. Formam, la beauté, est à l'origine d'uniforme et des mots comportant ce radical forme. Dédite, il donna, a donné dédicace, dédié. Féliciter, avec bonheur, est à l'origine de félicité ou de la félicité, du mot félicitation. Et opéris a donné opérateur, opération, opérer. Donc là c'est parfait. Pourquoi Pygmalion tombe-t-il amoureux de son œuvre? Alors l'élève a répondu ceci. Pygmalion tombe amoureux de son œuvre car il trouvait sa statue merveilleuse et plus belle que toutes les femmes en chair et en os. Citation, il sculpta dans l'ivoire une statue merveilleuse, blanche comme neige. J'ai du mal à comprendre les crochets. On va pouvoir se contenter des guillemets. Peut-être voulait-elle montrer, cet élève, que le passage n'était pas complet. Tout à fait. La naissance de cet amour est due à l'excès, si l'on peut dire, l'excès d'art que comporte sa statue. Sa statue est d'un art supérieur, plus belle que toutes les femmes en chair et en os. À vrai dire, oui, la nature est sublimée par l'œuvre d'art. L'art a dépassé la nature, pourrait-on dire, et Pygmalion est à la fois amoureux artistiquement et amoureux au sens classique du terme. Alors Françoise Rachemul ne fait pas la différence dans son œuvre qui se veut plus synthétique que le long poème d'Ovide, mais une réponse de ce genre suffisait. Ovide nous donne quelques clés de compréhension, d'interprétation. Il sculpta avec bonheur l'ivoire de neige et lui donna une grâce telle qu'aucune femme ne pouvait ainsi naître. C'est parce que finalement, elle est plus qu'une femme, elle est plus belle en effet que toutes les femmes en chair et en os. Elle surpasse, elle sublime la nature. Il ne s'agit pas d'une femme, puisqu'il rejette les femmes. Pygmalion, il a été finalement pris au piège par son propre art, par sa technique, et c'est ainsi que nous pouvons dire que l'art a rendu amoureux le créateur Pygmalion. Dans la question 3, il s'agissait de repérer un passage traduit et de l'associer à son original latin. Alors, vous êtes nombreux à avoir trouvé la réponse, grâce à l'indice du nom propre Pygmalion. On avait également des mots transparents en latin, comme corporis, qui signifie le corps, qui était présent dans la traduction. Et en effet, l'élève a bien identifié les vers 252 à 254 comme étant la version originale de cette traduction qui était en jaune juste après le titre de la question. À quels indices avez-vous reconnu ces vers? J'ai reconnu ces vers grâce au prénom Pygmalion. On peut mettre des guillemets, au point et aux virgules. Alors là, la justification est quelque peu légère, dans la mesure où en traduction, nous pouvons modifier la ponctuation, même si cela est rare. Il faut faire attention. Il valait mieux se fonder sur un relevé lexical comme Pygmalion et les mots corporis et corpus ressemblent au mot corps en français. Voilà ce que j'attendais. Donc ça, nous pouvons nous en passer. Très bien. La suite de la traduction vous était donnée en bleu. Manifestation d'amour, et là encore un travail qui visait à vous faire découvrir la langue latine et à manipuler des racines, des radicaux assez courants. Il tient se dit ténet.
Le coué veut dire et. Doigt se dit digitos, toucher tactis, il croit crédit. Tout ça c'est très bon. Trouve dans le livre de Rachmul, Françoise Rachmul, l'équivalent des vers 256 à 258. Donc, conte supérieur sévère au texte français. Dans le livre, ce passage se trouve à la page 126. Il est très court et il y a beaucoup moins de descriptions que dans le texte latin traduit. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un corps réel dans le texte latin, alors que je sais qu'il s'agit d'une statue d'ivoire dans le livre de Françoise Rachmul. Alors cette justification me convient. On pouvait tout de même ajouter que dans le texte latin, les présents de narration nous permettaient une immersion dans la scène décrite, ce que nous n'avons pas à la page 126. Nous avons un passage au passé avec beaucoup d'imparfaits, et nous avons une longue description à l'imparfait. Donc la réponse est acceptée, mais j'attendais plutôt des réponses faisant état d'un changement de temps, d'une différence de temps verbaux. Le temps verbal de référence est chez Ovide le présent à valeur narrative. Il remplace un passé simple. Il favorise. Ce temps favorise l'immersion. On a l'impression d'y être, l'immersion du lecteur dans la scène décrite. Voilà ce que je propose pour la question 3, la dernière question de la série de questions 3, dont je dis une bêtise puisqu'il y en avait d'autres. Il y en avait une autre, fin de la traduction à compléter. Donc il s'agissait de compléter en trouvant le sens des mots cancas, coquillage, lapillos, caillou, wolucres, petits oiseaux, fleurs, flores. Très bien, c'est parfait. Et en ce qui concerne la phrase de Françoise Rachmul, ou les phrases qui s'inspirent de ces 3 derniers vers, il lui a apporté des cadeaux de ce qui plaisent aux jeunes filles. Bien sûr, hein, on a véritablement des phrases des expressions identiques qui se recoupent. Françoise Rachmul a par endroit traduit. Elle le dit d'ailleurs dans son document, dans sa préface. C'était bien ce passage. Fin de la légende. Quel épisode Françoise Rachmul choisit de ne pas raconter? Françoise Rachmul décide de ne pas raconter l'épisode où la déesse punit les femmes, voilà, qui ne fêtaient pas le culte d'Aphrodite en les métamorphosant en statue d'ivoire. C'est bon. Alors ensuite, je vais vous donner un tableau, un double tableau, de Jean-Léon Gérôme, illustrant le mythe de Pygmalion et de Galatée. Voilà les 2 images. Et il s'agissait de copier 3 expressions du texte en français et à droite en latin, en s'inspirant de ce qu'écrit Ovide. Pygmalion sentait battre les veines au contact de ses doigts. Saliuntem tae polike wenae, l'élève a fait l'effort d'aller chercher un passage de l'œuvre qui n'était pas dans le document, et l'élève a mis en face des expressions françaises leur traduction. C'est parfait. La jeune fille a senti les baisers qu'il lui donne. Sensit, elle a senti oscula les baisers data donné. C'est parfait. Alors nous changeons de copie pour examiner la préparation de dictée, et voilà un travail tout à fait intéressant
où l'élève a repéré les marques de pluriel du texte, de la page 126. Les déterminants sont également bien repérés. On aurait aimé avoir peut-être le nom qui se trouve derrière ces déterminants pour bien les identifier, hein, parce que on peut, pour certaines formes, hésiter. Hein. Par exemple, les peut être également un pronom personnel. Ce est bien pronom. Les noms sont classés selon la phrase dans laquelle ils apparaissent, très bien. Les adjectifs qualificatifs sont bien repérés. Les verbes conjugués sont bien distingués des verbes au mode participe, c'est très bien. Pour la dernière question, quelques remarques. Tout d'abord, je fais amende honorable. Dans la mesure où je n'ai pas établi de différence bien nette entre monstre et monstrum, le monstrum, c'est la notion de prodige, prodige produit par les dieux dans une intention bien précise, alors que le monstre sera la créature. Et à ce titre, la mention 2 d'un monstre dont la transformation est une punition infligée par les dieux souhaitant châtier l'orgueil humain, il faut prendre en effet l'araignée comme étant le monstre. Mais au final, cet épisode, c'est avant tout la démonstration de la toute-puissance des dieux, et notamment d'Athéna. Donc la fonction de ce prodige, de ce monstrum d'Athéna, voulu par Athéna, c'est bien de châtier, de punir l'orgueil humain. L'élève a eu auparavant raison de mettre en avant le personnage de Méduse, mais il a manqué de précision dans cette première ligne. C'est bien Méduse qui permet au héros Persée de passer une étape de formation. Donc ensuite les réponses étaient tout à fait correctes. On peut regarder la 5e réponse. La grandeur des arts est bien représentée par les monstra, les prodiges du poète Orphée. Nous pouvons nous arrêter également sur le monstrum qui symbolise la récompense offerte par les dieux aux mortels qui les honorent. Alors là, nous pouvions en effet citer Pygmalion, qui reçoit de la part d'Aphrodite, de Vénus, une statue incroyable, incroyablement belle, esthétiquement inégalable. Le monstrum qui annonce l'avènement d'un dieu peut être celui de la page 59, en effet. Les multiples prodiges qui accompagnent l'arrivée de Dionysos dans sa terre d'élection, sont autant d'annonces de la toute-puissance de ce dieu Dionysos. Et les deux derniers exemples sont également tout à fait acceptables. La transformation en arbre, on aurait pu également citer l'histoire de Narcisse ici pour expliquer la formation d'un élément de la nature. Un monstrum peut être voulu, décidé par un ou plusieurs dieux. Les moments du jour ou de l'année sont expliqués, en effet à la page 82, par la volonté de Jupiter, de Zeus, de diviser l'année en deux parties pour que Proserpine puisse finalement être aux côtés de sa mère autant qu'aux côtés de son époux, Hadès. Donc voilà, une bonne dernière question avec, à l'appui d'une réponse, une indication des pages, également l'utilisation des guillemets, parfois quelques maladresses, des oublis de majuscules, mais dans l'ensemble, c'est une dernière question bien traitée.